des Nations Unies qui garantit à chaque pays membre le droit légitime à se défendre. Ça veut dire que la légitime défense devient une nécessité lorsque la paix, la stabilité, lorsque l'intégrité territoriale d'un pays est menacée. En l'occurrence, c'est fait pour la RDC. On ne va pas revenir sur l'application du Rwanda qui est largement documentée par de nombreux rapports onusiens, dont on peut regretter malheureusement que très peu d'entre eux ont été sérieusement examinés au niveau du Conseil de sécurité, ce qui explique aujourd'hui encore l'absence totale de sanctions contre le Rwanda. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique. Sommet de l'Union africaine, les conflits armés, les crises, les mauvais rapports entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce sont les grandes questions de géopolitique internationale que nous allons échanger en ce jour avec notre invité depuis le Haut-Katanga en République démocratique du Congo, Henri Désiré Nzuzi, expert en géopolitique, producteur associé du JT diplomatique, contributeur à The Voice of America, VOA, ou en français La Voix d'Amérique, et consultant à Medi TV. Henri Désiré Nzuzi, nous vous saluons. Bonjour à ceux qui nous suivent. Henri Désiré Nzuzi, est-ce que aujourd'hui l'unité de l'Afrique est remise en cause? Incontestablement, oui. Parce qu'il faut savoir que tout ce qui encourage la division renforce mécaniquement la domination étrangère. Lorsque vous allez discuter en ordre dispersé, lorsque vous n'êtes pas capable de vous entendre sur l'essentiel, sur les objectifs et sur ce qui pourrait, d'une certaine manière, renforcer la cohésion et l'unité du continent, eh bien, vous renforcez automatiquement ce dont on dénonce à longueur de journée les velléités néocoloniales. Il faut savoir que depuis 2022, au mois de février, il y a eu un acte fondateur, celui qui est probablement à l'origine de cette dislocation qui ne dit pas son nom, mais qui, à très court terme, pourrait effectivement sonner la fin de l'unité africaine. Ça a été le vote qui a été obtenu au niveau de l'Assemblée générale pour condamner l'opération spéciale de la Russie en Ukraine. On a vu beaucoup de pays africains s'abstenir, certains voter pour, quelques-uns voter contre, ceux où la présence russe est avérée depuis maintenant quelques années, mais on a surtout vu une volonté de l'Afrique de s'affranchir de la tutelle occidentale. Ça, c'est un point positif, mais par contre, ce qui est venu après a été malheureusement une succession d'erreurs d'appréciation et une fuite en avant, surtout dans les pays qui ont fait l'objet de coups d'État et dans lesquels un certain nombre de raccourcis ont été adoptés pour justifier, je dirais, l'interruption de certains processus démocratiques. Je rappelle qu'au Niger, par exemple, il y a eu une élection, tout ce qu'il y a de plus légal et légitime, et que le cycle électoral, pour ne pas dire l'ordre constitutionnel, a été remis en cause à la suite d'un coup d'État. Nous avons eu la même problématique au Mali et au Burkina. Il y a donc lieu de se poser des questions au-delà des motivations des uns et des autres. Nous allons suivre cet élément et nous revenons après pour commenter ensemble avec notre participant depuis le Haut-Katanga, car nous sommes en connexion entre le Katanga et les États-Unis d'Amérique. Cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit.
ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons. Voilà, de retour sur le plateau, nous recevons, comme nous l'avions dit, Henri Désiré Nzouzi. Est-ce que l'unité au sein de l'Afrique est en train de s'émorceler? Nous allons maintenant entrer dans les causes profondes. Henri Désiré Nzouzi, vous entendez plusieurs messages souverainistes, vous entendez plusieurs messages contre la France, les États-Unis, sont pris comme des monnaies comptant pour expliquer les coups d'État, expliquer certains travers en Afrique. Est-ce que aujourd'hui, en plein 21e siècle, l'Africain doit toujours présenter ses malheurs comme étant la faute des autres, surtout les dirigeants? Alors, je pense que c'est une réponse qui doit se faire à trois niveaux. La première chose, c'est que à l'heure actuelle, certaines opinions publiques africaines, et surtout en Afrique de l'Ouest, ont exprimé leur ras-le-bol vis-à-vis de certaines puissances occidentales. On pense évidemment à la France. On dénonce aussi un certain nombre d'ingérences occidentales, et je dois dire que de ce point de vue-là, cela est amplement justifié quand on regarde la manière dont ces pays ont été traités au cours de ces 40 et 50 dernières années. Mais une fois que le constat est fait, une fois que l'on bascule dans quelque chose de tout à fait différent qui pourrait justifier ce ressentiment, ou pour ne pas dire cette défiance à l'égard de l'Occident, il faut maintenant s'interroger sur la pertinence des alternatives dont nous disposons en tant qu'Africains pour passer des Occidentaux vers d'autres partenaires. On pense évidemment à la Chine, à la Russie, à l'Inde, à la Turquie, voire d'autres puissances émergentes. Le deuxième niveau concerne évidemment la gouvernance dans les pays africains. On n'est pas sans savoir que depuis 2000, nous avons assisté sur le continent africain à pas moins de 6 coups d'État. On a eu au Gabon, on a eu le Niger, la Guinée, le Burkina, le Mali. Vous avez pu constater que selon les situations, on avait soit un déficit de gouvernance lié notamment à une incapacité de lutter contre le phénomène djihadiste. On pense évidemment au Burkina, au Mali, mais également au Niger. Et puis vous avez aussi, au niveau de la gouvernance pure et dure, comme au Gabon par exemple, eh bien, la nécessité qu'ont eu les militaires de renverser un président qui venait d'être réélu. La situation en Guinée est un peu différente, puisque là, nous avons eu un président qui a réussi à se faire élire pour la 3e fois, mais qui a très vite été rattrapé par ses vieux démons. Globalement, nous avons eu donc des changements de régime à la suite de cycles électoraux réguliers, certes imparfaits, mais qui ont eu le mérite d'exister. Mais une fois que cela a été fait, à quoi avons-nous assisté? On a vu une série de fuites en avant, dénonçant notamment l'ingérence occidentale. Alors, je pense que de ce point de vue-là, il faut être un peu sérieux et ne pas mettre tout sur le dos de l'Occident, même si l'Occident a eu dans le passé un rôle assez négatif dans certains de ces pays. Mais la première des responsabilités incombe naturellement aux pays concernés. Parce que lorsque vous prenez le pouvoir et que vous décidez du jour au lendemain
c'est un exemple que je donne évidemment, de vous retirer unilatéralement de la CEDEAO, qui, je le rappelle, a été fondée en 1975, avec évidemment comme objectif une intégration régionale économique et monétaire, avec notamment comme pierre angulaire la libre circulation des biens et des personnes, eh bien, vous fragilisez un édifice qui a pris près de 50 ans à se mettre en place, et vous le faites parce que vous êtes en désaccord avec un certain nombre de principes qui ont été édictés dans la charte même de la CEDEAO. Pourquoi nous en parlons aujourd'hui? Eh bien, lorsque les Africains ont dans leur dispositif un certain nombre de règles à respecter, il est important que tout le monde puisse les respecter. Et lorsque l'on a, par exemple, des pays qui se font exclure des organes décisionnels, comme ça a été le cas pour le Burkina, le Mali et la Guinée, on peut effectivement s'interroger sur, je dirais, les conséquences immédiates des sanctions qui sont prises à l'égard de ces pays, mais on doit aussi et surtout accepter les règles du jeu. Lorsque vous êtes en dehors des règles du jeu, vous devez en subir les conséquences et ne pas prendre une décision aussi lourde de conséquences que de quitter unilatéralement une organisation qui a eu le mérite, durant ces 50 dernières années, de pouvoir, d'une certaine manière, garantir une forme de stabilité en Afrique de l'Ouest. Une deuxième chose qu'il faut également mentionner, c'est que lorsque vous avez un certain nombre de régimes qui sont déposés par les armes, vous avez un certain nombre de décisions qui sont prises, parfois au mépris même de la connaissance des enjeux à la fois régionaux et sous-régionaux, et vous remettez en cause un certain nombre je dirais, d'engagements qui ont été librement souscrits par les pays concernés. Lorsque vous avez des pays comme le Mali, le Burkina ou la Guinée qui se sont engagés de manière formelle vis-à-vis de telle ou telle organisation et que vous décidez du jour au lendemain de rompre vos relations avec, eh bien, vous devez vous attendre à des conséquences non négligeables. Le troisième niveau d'analyse auquel je voulais arriver, c'est au fond la difficulté de pouvoir se trouver de bons alliés. Une fois que vous décidez de renvoyer les Occidentaux, lorsque vous décidez de renvoyer la France, vers qui comptez-vous vous tourner? Allez-vous vous tourner vers des gens qui vont pratiquer les mêmes méthodes, qui vont appliquer les mêmes recettes, mais de manière beaucoup plus subtile, ou est-ce que vous allez réfléchir sérieusement sur la manière de garantir une relation gagnant-gagnant avec un allié qui ne cache pas ses ambitions? Lorsque l'on prend l'exemple de la Russie, par exemple, qui est très présente dans certains pays, notamment au Mali et maintenant au Niger, je ne vous parle même pas de la Centrafrique et d'autres théâtres d'opération, vous avez le même modus operandi, c'est-à-dire au final un accès libre, voire illimité aux ressources naturelles en échange de trois missions essentielles. La première, évidemment, c'est la protection des institutions et du régime en place. La deuxième, c'est la formation de l'armée régulière. Et la troisième, c'est une participation à la lutte contre le terrorisme, et tout cela, évidemment, en échange d'un accès prioritaire aux ressources. Donc, au final, on voit très bien la difficulté de la tâche pour ces régimes qui se substituent à des régimes civils et, je dirais, légalement, voire démocratiquement élus, de pouvoir, au fond, opérer leur mue à l'aune des grands enjeux découlant d'un changement de régime. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on prend le cas de la CEDEAO, on prend le cas de la CPGL, on prend les cas d'autres structures qui existent, est-ce qu'aujourd'hui, les statuts de ces structures ne doivent pas être adaptés à la réalité, contextualisés aujourd'hui à la réalité de l'Afrique? 50 ans dans le passé, il n'y avait pas d'autres éléments aujourd'hui comme les attaques terroristes, comme la crise économique, les conflits à l'international, Ukraine, Russie, où aujourd'hui nous avons la Palestine et Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas être honnête avec nous-mêmes, surtout les dirigeants africains, de pouvoir adapter les textes de leur structure qui leur régissent pour pouvoir tenir compte de certaines réalités d'aujourd'hui? Alors, il faut que nous soyons objectifs sur cette question-là. Force est de reconnaître que depuis 1975, la CEDEAO a permis de parvenir, je dirais, à une unité économique et monétaire. Vous n'êtes pas sans savoir que sur actuellement les 15 pays
qui sont membres de la CEDEAO, eh bien, j'inclus évidemment les 3 qui veulent se retirer. Sur les 15, vous en avez 3 qui n'utilisent pas le franc CFA, hein, c'est notamment la Guinée avec le franc guinéen, le Ghana avec la CEDI et le Nigeria avec la Naira. Mais cela n'a pas empêché évidemment qu'il y ait une, je dirais, intégration économique et monétaire facilitant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la libre circulation des biens et des personnes. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que on peut critiquer effectivement la CEDEAO aujourd'hui pour avoir été dure dans son approche pour régler les problèmes sécuritaires liés notamment à l'instabilité dans certains pays, mais il faut savoir que la CEDEAO a eu le mérite aussi de prendre ses responsabilités dans le passé. On pense notamment en 2012 et en 2017, lorsque, à travers les COMOG, hein, le dispositif militaire de la CEDEAO, il y a eu une intervention, notamment au Mali, mais aussi au Libéria et en Sierra Leone, pour rétablir une certaine situation. Ça a été aussi le cas, je dirais, dans comment dirais-je, dans ce pays voisin du Sénégal, dont j'essaie de retrouver évidemment le nom, pardonnez-moi ce trou de mémoire, vous avez effectivement eu une prise en compte rationnelle de la réalité de la part de la CEDEAO qui n'a pas hésité évidemment à intervenir là où cela se faisait ressentir. Aujourd'hui, les enjeux sont effectivement différents, vous l'avez évoqué, mais cela est aussi et surtout dû au fait que depuis une cinquantaine d'années, nous avons vu un certain nombre, je dirais, de menaces nouvelles apparaître. Il y a d'abord effectivement le phénomène djihadiste. Vous avez également la montée en puissance du phénomène lié au réchauffement climatique. Je ne vous parle même pas du phénomène migratoire qui a, je dirais, occasionné des déplacements massifs de population pour des raisons économiques et même pour des raisons environnementales. Tous ces défis nouveaux ont effectivement pris de court une CEDEAO qui devait effectivement opérer sa mue, mais c'est un processus qui prend du temps. Maintenant, il faut s'accorder sur les principes. Je rappelle que la CEDEAO est régie par une charte qui date de 1975, et d'ailleurs, dans cette charte, à l'article 91, il est notamment stipulé que lorsqu'un pays souhaite se retirer de l'organisation, elle doit le notifier par écrit 1 an avant auprès du secrétaire exécutif. Quand vous prenez les 3 pays qui souhaitent quitter immédiatement la CEDEAO, en l'occurrence le Burkina, le Mali et le Niger, vous voyez que la procédure n'a pas été respectée. Je pense qu'il faut autant adhérer librement à une structure comme la CEDEAO et en respecter la lettre et l'esprit ainsi que les règles. De la même manière, même si vous êtes en désaccord, vous ne pouvez pas, de manière cavalière, un peu comme si vous entrez dans un magasin faire votre shopping, choisir ce qui vous arrange et laisser ce qui ne vous arrange pas. Là, nous sommes véritablement dans un problème qu'il nous faut impérativement résoudre, car trop souvent, et cela a été observé, lorsque les Africains décident de sanctionner d'autres Africains, eh bien, vous avez des gens qui trouvent encore le moyen de dire que ces Africains sont téléguidés par les Occidentaux. Je crois que ça, c'est faire injure aux Africains et ne pas leur reconnaître leur capacité à pouvoir résoudre eux-mêmes leurs propres problèmes. Vous verrez que notamment au niveau de l'Union africaine, il y a eu des dispositifs forts qui ont été mis en place pour notamment sanctionner tout pays qui faisait l'objet d'un coup d'État. Je pense que c'est une démarche qui est extrêmement louable, même si c'est vrai, les sanctions au niveau de l'Union africaine ne suivent pas toujours, pour une simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il est très difficile pour des chefs d'État, qu'ils soient élus, non élus, ou qui soient parvenus au régime, aux affaires par les armes, de sanctionner leurs propres collègues, parce que cela crée effectivement à la fois un sentiment d'injustice et de malaise, ce qui explique d'ailleurs la paralysie de certaines organisations régionales ou sous-régionales lorsqu'elles ne sont pas en capacité de pouvoir sanctionner efficacement. Quand vous revenez notamment sur l'exemple de la CEDEAO, vous verrez que lorsqu'il s'est agi notamment d'une intervention militaire au Niger, vous avez des pays comme le Togo et le Bénin qui se sont désolidarisés. Certains se sont ravisés en acceptant de prêter des troupes, mais vous avez vu que les choses ont effectivement bougé, mais que des lignes de fracture sont également apparues lorsqu'il s'est agi véritablement de prendre ses responsabilités de manière, je dirais, efficace. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi,
Nous revenons après ceci pour continuer notre entretien. Après l'observation d'une minute de silence en mémoire du président Hage Geingob de la Namibie, décédé en ce début du mois de février, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, présente le contexte dans lequel se tient cette 37e session. Nous avons eu quelques conquêtes et les différents rapports inscrits à notre agenda le mettront en relief. La réforme institutionnelle avance avec succès. L'intégration a progressé et la zone de libre-échange continentale se met peu à peu en marche. Le Fonds de la paix se met en place. Son opérationnalisation se fait à un rythme satisfaisant. Davantage de sacrifices de nos États membres et d'apports concrets de nos partenaires sont nécessaires. Le président en exercice sortant, le Comorien Azali Assoumani, fait le bilan de son action à la tête de l'Union africaine 12 mois durant, avant de passer le témoin à son successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de la Mauritanie. Ainsi, le président entrant de l'Union africaine définit les axes prioritaires qui caractérisent son mandat. Ce que les pères fondateurs recherchaient, c'est ce que nous avons bâti ensemble dans le cadre de l'Agenda 2063 qui reflète. Il s'agit de notre plan d'assurer l'avènement de l'Afrique que nous voulons et assurer une Afrique prospère où la paix régnerait et où les citoyens dirigeraient le continent. Voilà, de retour sur le plateau, nous sommes en train d'avancer et là, nous arrivons à ce point. Le Sénégal, même au sein de l'Union africaine, le Sénégal est un exemple de démocratie, de respect de cycle électoral. Est-ce que cette crise aussi peut amplifier ou déstabiliser l'Union africaine? Alors d'abord, ce qu'il faut préciser, c'est que la Cour constitutionnelle du Sénégal a annulé la décision de report des élections. Donc la décision de Macky Sall est devenue caduque et ça l'a d'ailleurs incité à se rattraper en disant que les élections allaient être organisées dans les meilleurs délais. Il faut rappeler que c'est au mois d'avril de cette année, donc 2024, que le mandat de Macky Sall se termine. Et c'est vrai que cette décision du report qui date du 2 février a été perçue comme une manœuvre de la part de Macky Sall pour se maintenir, je dirais, au pouvoir pour 6 mois supplémentaires. C'est un épisode extrêmement malheureux et je dois dire qu'à ce sujet, il y a eu un certain nombre de dérives autocratiques qui ont été observées au Sénégal ces dernières années, alors que ce pays, vous l'avez évoqué, a été abondamment cité comme un véritable exemple de démocratie. Je pense que nous sommes entrés aujourd'hui dans une ère où beaucoup de verrous psychologiques tombent et beaucoup de tabous commencent à être levés. Gouverner par la force devient presque, je dirais, monnaie courante. Lorsque l'on voit des pays comme la Russie envahir un autre pays, lorsqu'on voit le Rwanda occuper une partie de l'Est de la RDC et que en face, vous n'avez aucune réaction, que ce soit de la part de la communauté internationale ou d'autres observateurs, vous avez effectivement des vocations qui se créent et vous avez effectivement des gens qui prennent des initiatives en misant sur la division que cela pourrait occasionner une telle intervention. Quand vous prenez l'exemple notamment de la situation dans la bande de Gaza, tout le monde avait dans un premier temps condamné l'acte barbare qui avait été perpétré le 7 octobre dernier par le Hamas, mais lorsque la réaction d'Israël s'est faite à la fois progressive et disproportionnée, vous avez eu un basculement de l'opinion publique. Donc ça veut dire que vous avez un pari que vous faites lorsque vous prenez une décision, vous jouez sur le fait que cette décision va mécontenter un certain nombre de personnes, mais qu'à l'inverse, vous aurez probablement une forme de tolérance et de laxisme de la part d'autres acteurs. C'est dans ce cas de figure que nous nous trouvons à l'heure actuelle où finalement tout est bon à prendre, tout est bon à faire et on essaye aussi, je dirais, de tester
la capacité de résistance de ses adversaires, on jauge l'opinion publique et surtout on met à l'épreuve la communauté internationale qui nous a souvent habitués à beaucoup de désunion ou à beaucoup, je dirais, de divergences dans le traitement des affaires de ce monde. 38e sommet face à face, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Pas de salutation, pas de protocole. On sentait vraiment la tension dans la salle. Est-ce que aujourd'hui, quelle est la piste à exploiter pour mettre fin à la déstabilisation de la République démocratique du Congo par ses voisins tels que le Rwanda, en passant par des bras armés tels que les M23? Alors, avant de vous répondre, il est important de rappeler que le conflit à l'est de la RDC comporte deux dimensions. Il y a une dimension interne et une dimension externe. À l'heure actuelle, vous avez, pour ce qui est de la dimension externe, le processus de Luanda qui est piloté par le président angolais au nom de l'Union africaine. Et dans ce processus, vous avez l'Angola, vous avez donc comme médiateur, mais vous avez la RDC, mais aussi et surtout le Rwanda, qui se font face pour essayer de trouver une solution. C'est depuis d'ailleurs 1 an et demi que nous essayons de manière très pénible à faire respecter une feuille de route à laquelle avait librement souscrit le Rwanda, ce qui montre bien l'implication directe du Rwanda. Car si cela n'était pas le cas, eh bien Kagame n'aurait jamais fait le déplacement de Luanda comme il l'a fait dans le passé. Vous avez ensuite la dimension interne qui concerne les groupes armés de la RDC et qui est pilotée par Nairobi à travers l'ancien président Uhuru et Kenyatta et qui s'appuie notamment sur un dispositif qui a été mis en place par la RDC, à savoir le processus de désarmement, démobilisation, réinstallation ou plutôt relèvement communautaire et stabilisation qui a pour vocation effectivement de ramener à la vie civile certains combattants, même si les situations sont un peu diverses et variées. Le M23 s'est mis volontairement en dehors de ce processus et pour cause, le M23 étant téléguidé par le Rwanda, eh bien le M23 souhaite négocier directement avec les autorités de Kinshasa, ce qui en soi est totalement inacceptable. Je rappelle qu'en 1998, je vous en parle parce que à l'époque j'étais négociateur des accords de Lusaka, nous avions le même problème avec notamment les groupes qui étaient soutenus par l'Ouganda et par le Rwanda, à l'époque le MLC et le RCD Goma, qui eux voulaient absolument négocier avec Kinshasa et nous avions tenu bon puisque finalement l'Ouganda et le Rwanda ont signé côte à côte cet accord de Lusaka. Donc, ça montre bien que, au niveau de Kinshasa, nous connaissons les donneurs d'ordre et c'est avec eux, in fine, qu'il faudra discuter et non pas avec des marionnettes. Maintenant, ce qu'il faut rappeler, et c'est assez important parce que on ne l'entend pas beaucoup, notamment dans les analyses qui nous sont proposées ça et là. Une des raisons pour lesquelles aujourd'hui la RDC ressent comme une sorte de sentiment d'injustice dans la manière dont ce dossier est traité à l'international, c'est parce qu'il y a une forme de laxisme de la communauté internationale, une forme de tolérance à l'égard du Rwanda. Et cela tient notamment à deux éléments qu'il faut rappeler ici. Le premier, c'est que le Rwanda est aujourd'hui le 4e contributeur dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Aujourd'hui, le Rwanda a dépêché des troupes, environ 2000, notamment en Centrafrique. Et vous avez aussi une implication du Rwanda, notamment dans le Cabo Delgado, une région du Mozambique, où près de 1000 hommes de troupes ont été dépêchés, cofinancés notamment par l'Union européenne, pour essayer de préserver l'intégrité de cette zone qui fait l'objet d'attaques de groupes terroristes divers. Donc, le fait que le Rwanda se soit engagé dans des processus de maintien de la paix ou de rétablissement de la paix fait qu'elle bénéficie d'un a priori favorable de la part de la communauté internationale et fait l'objet d'une attention très particulière de certains bailleurs de fonds. Je rappelle que au début de l'année 2023, l'Union européenne a débloqué 20 millions d'euros, notamment pour les opérations en cours au Mozambique. Je rappelle que le Rwanda est le seul pays africain engagé dans cette affaire et il faut dire que les troupes rwandaises ont réussi effectivement à repousser les agresseurs et garantissant d'une certaine manière une stabilité dans cette région du Mozambique. En Centrafrique, c'est une implication directe dans les opérations de la MINURCA et
certains vous diront que puisque ce pays nous aide à restaurer l'autorité dans certains États, eh bien, nous pouvons considérer que son aventurisme en RDC n'est peut-être que passager et que nous pouvons, d'une certaine manière, tolérer cela. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que vous avez à côté de ça la Charte des Nations Unies qui garantit à chaque pays membre le droit légitime à se défendre. Ça veut dire que la légitime défense devient une nécessité lorsque la paix, la stabilité, lorsque l'intégrité territoriale d'un pays est menacée. En l'occurrence, c'est fait pour la RDC. On ne va pas revenir sur l'application du Rwanda qui est largement documentée par de nombreux rapports onusiens, dont on peut regretter malheureusement que très peu d'entre eux ont été sérieusement examinés au niveau du Conseil de sécurité, ce qui explique aujourd'hui encore l'absence totale de sanctions contre le Rwanda. Donc c'est vous dire l'attachement que j'ai à la paix et à l'unité des peuples d'Afrique. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire malheureusement nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Mais comment expliquer, Henri Désiré Nzouzi, que les Nations Unies, que les missions de maintien de paix en République démocratique du Congo pointent du doigt le Rwanda, mais les pays membres des Nations Unies ne puissent pas tenir compte de ces rapports-là, parce que c'est les Nations Unies qui font état des attaques rwandaises et ils le citent dans ces rapports. Alors, d'abord, vous savez, quand les Nations Unies sont créées, lorsque d'abord la Société des Nations est créée, puis ensuite, lorsque les Nations Unies viennent un peu sur les décombres de cette Société des Nations poursuivre son œuvre, nous sommes en pleine guerre froide. Et lorsque l'on parle de réformer les Nations Unies aujourd'hui, c'est parce que vous avez encore ce vieux logiciel qui date de la guerre froide, qui continue encore d'alimenter, je dirais, à la fois les discussions et qui continue à motiver, je dirais, certains comportements. Aujourd'hui, il faut considérer le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui, je le rappelle, est composé de 15 membres, 5 membres permanents et 10 membres non permanents, comme une sorte de, je dirais, conseil d'administration, hein, qui, une, deux ou trois fois dans l'année, cela dépend évidemment, va en assemblée générale pour essayer de prendre le pouls, la température des différents membres. Sauf que vous avez 5 pays membres permanents
qui disposent aujourd'hui de ce que l'on appelle communément de proxys. Les proxys, ce sont tout simplement des États qui ont été satellisés par ces puissances et qui sont des variables d'ajustement dans leur politique d'influence à l'international. Lorsque vous avez, par exemple, des pays comme l'Iran, qui ne fait pas partie du Conseil de sécurité, mais qui, on le rappelle, dispose de proxys à travers le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, eh bien, c'est pour déstabiliser l'État hébreu. Vous avez, à l'inverse, des pays que vous avez cités tout à l'heure, comme le Kenya, comme le Rwanda ou comme d'autres qui peuvent être effectivement à un moment donné utilisés par les Occidentaux pour essayer de rétablir une forme de prééminence sur le continent africain. Aujourd'hui, eh bien, la Russie utilise la même méthode et souhaite justement utiliser, même si ça ne fera pas plaisir à certains, mais il faut quand même le dire, utiliser le Burkina, le Mali et le Niger comme des proxys dans leur stratégie de conquête sur le continent africain, avec notamment la garantie d'un accès libre aux ressources les plus importantes, car il ne faut pas se faire d'illusions. Ce qui se passe à l'heure actuelle sur le continent africain, que ça soit à l'est de la RDC, que ça soit dans le Somaliland, parce qu'il faudra peut-être en parler aussi, que ça soit au Soudan du Sud, au Soudan, entre notamment les factions rivales, ou bien dans le Sahel, eh bien, tout cela masque un conflit latent qui se fait à travers des acteurs apparents, soit ce sont des groupes terroristes ou des mouvements de résistance, qui affrontent les pouvoirs en place pour une guerre de conquête qui, en réalité, est une guerre à caractère économique et qui se traduit davantage par une volonté effrénée, une volonté de puissance d'accéder aux ressources naturelles, aux ressources premières, qui aujourd'hui prennent de plus en plus la direction des pays d'Asie au détriment d'un Occident qui essaye de se rattraper, de se maintenir. Et donc, l'émergence de certains acteurs a réveillé certains appétits avec cette volonté de pouvoir s'appuyer sur des pays satellites à travers lesquels s'exprime justement cette toute-puissance dans un souci de rétablir un certain équilibre dans notamment cette stratégie de conquête que je viens d'évoquer. Est-ce que l'État congolais doit converger vers la Russie, la Chine, aux États-Unis d'Amérique? Quel doit être l'équilibre de la République démocratique du Congo face aux enjeux internationaux afin de trouver des solutions à sa propre cause en République démocratique du Congo? Alors, il y a un principe cardinal sur lequel nous n'allons pas revenir, c'est une réalité intangible. La RDC est un pays à la fois indépendant et souverain qui se choisit librement ses alliés en fonction de ses intérêts. Les États n'ont que des intérêts. Aujourd'hui, rien n'empêche la RDC de se rapprocher de la Russie, de la Chine, mais aussi des États-Unis. Mais il faut que dans cette approche, la RDC privilégie d'abord l'intérêt bien compris de sa population et son intérêt à lui. Pour le reste, vous avez, je dirais, une guerre de positionnement, notamment autour des ressources minérales qui nous sont enviées. Il est normal, effectivement, que dans ce cas de figure, nous puissions susciter à la fois l'intérêt des uns et des autres, mais au final, nous sommes les propriétaires de ces matières et nous devons pouvoir en bénéficier les premiers. Maintenant, dans ce combat important où chacun essaie de faire avancer ses arguments, nous devons être attentifs à ce qui peut effectivement nous renforcer et pas nous affaiblir. Aujourd'hui, il est très difficile de parvenir à une relation win-win, gagnant-gagnant, si vous voulez, dès lors que vous êtes affaibli sur le plan sécuritaire, et c'est parfois un levier sur lequel certains pays s'appuient, soit pour essayer d'aider la RDC, soit pour l'affaiblir à l'inverse. Je dirais que la réponse appartient aux autorités congolaises, mais cela suppose aussi d'avoir une approche totalement décomplexée de la diplomatie, car quand vous regardez les stratégies qui sont mises en place par nos adversaires, vous voyez qu'ils ne reculent devant aucun obstacle et surtout devant aucune limite. Je pense que nous devrions, nous aussi, nous en inspirer, mais en gardant présent à l'esprit que la guerre reste bien évidemment
la pire des solutions, mais que dans certaines circonstances, et comme je l'ai évoqué, eh bien, la charte le prévoit, un pays, lorsqu'il est agressé, a le droit légitime de se défendre. De partout où vous nous suivez, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis le Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Nous sommes en connexion avec les États-Unis d'Amérique. Nous revenons après cet élément. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Pouvons-nous dire qu'aujourd'hui, la Russie a rebattu les cartes sur le plan géopolitique international? Oui, oui, absolument. Incontestablement. L'opération spéciale en Ukraine a provoqué une véritable déflagration géopolitique et stratégique. J'ai évoqué en début d'émission le vote, notamment à l'Assemblée générale, au début du mois de mars 2022, où vous avez des pays africains qui se sont abstenus, quelques-uns ont voté contre et d'autres ont voté pour. À côté de ça, vous avez eu en Europe une vraie divergence au plus fort de la crise, lorsque évidemment les ressources énergétiques, on pense au pétrole et au gaz, commençaient à faire défaut, indépendamment des sanctions qui avaient été infligées à la Russie. On a vu une Europe qui, dans un premier temps, affichait, je dirais, une forme d'unité, mais qui s'est très vite lézardée à mesure que les besoins en énergie se faisaient sentir. On a vu certains pays aller négocier en catimini avec la Russie pour continuer à bénéficier de la fourniture de gaz. Et donc, vous voyez qu'avec ces deux exemples, on a effectivement une Russie qui, à la fois, a réussi à diviser l'Occident, a réussi à fragmenter le continent africain, mais a surtout réussi, indépendamment de cette situation, à pouvoir, je dirais, par son rôle, rendre les BRICS, cette organisation dont nous aurons l'occasion de parler, je l'espère, un rôle très important, avec notamment deux alliés de poids, notamment la Chine qui aujourd'hui, même si elle ne l'avoue pas directement, se montre plutôt complaisante à l'égard de la Russie dans le dossier ukrainien. Et vous avez une Inde qui avance petit à petit ses pions, qui ne veut pas insulter l'avenir et qui, d'une certaine manière, affiche, je dirais, une forme de neutralité. Oui, la Russie a réussi son pari. C'est celle, effectivement, de mener une guerre en Ukraine en sachant pertinemment qu'elle diviserait l'Occident et qu'elle plongerait une partie du monde, je dirais, dans une forme d'attentisme. Aujourd'hui, vous avez, si je devais schématiser, trois blocs qui se font face. Vous avez le bloc occidental, traditionnellement emmené par les États-Unis et ses alliés. Dans ce bloc, vous avez à la fois des organisations comme l'OTAN, comme l'Union européenne et d'autres. Et puis vous avez en face, vous avez les BRICS qui, je le rappelle, concernent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui ont été rejoints depuis le 1er janvier de cette année par 6 pays. Sur ces 6 pays, vous avez 2 pays africains, c'est important de le relever, l'Égypte et l'Éthiopie. Vous avez également l'Arabie saoudite, ennemi héréditaire de l'Iran, qui fait également son entrée dans les BRICS. Et puis, vous avez bien évidemment
l'Argentine qui a rejoint ce groupement. C'est ce deuxième bloc, les BRICS, qui fait face au bloc occidental. Et puis vous avez un troisième bloc, globalement composé des pays du tiers-monde ou du sud global, comme on le dit aujourd'hui, dans lequel vous trouvez des pays d'Amérique du Sud et d'autres pays d'Asie du Sud-Est qui ne veulent pas insulter l'avenir, qui préfèrent se placer dans une sorte de multi-alignement ou de non-alignement, c'est selon. Vous pouvez aujourd'hui, comme l'avait fait la RDC lors du vote au mois de mars 2022, voter pour condamner la Russie, mais tout en maintenant de bonnes relations avec la Russie. Vous avez l'exemple de l'Afrique du Sud qui est édifiant. Vous savez que l'Afrique du Sud entretient d'excellents rapports avec l'État hébreu, mais par contre, l'Afrique du Sud s'est toujours montrée intransigeante sur la manière dont Israël traitait le dossier palestinien. Vous avez vu la dernière initiative de l'Afrique du Sud qui a été de porter l'affaire à la Cour internationale de justice, ce qui montre bien qu'au-delà de l'excellence des relations économiques et commerciales entre les deux pays, vous avez des positions extrêmement fermes qui ne varient pas et qui permettent de se faire, je dirais, respecter. Aujourd'hui, il y a effectivement cette déflagration qui a été, je dirais, consécutive à l'invasion russe en Ukraine et qui n'a pas livré tous ses secrets. Nous allons terminer par cette question. Aujourd'hui, quelle est l'implication dans l'avenir du BRICS sur la configuration du monde? Vous savez, au moment où les BRICS se sont formés, ils représentaient déjà 40% de la population mondiale et près de 35% du PIB mondial. Avec l'arrivée de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran et de l'Argentine, eh bien, le PIB des BRICS dépasse désormais celui du bloc occidental. Et vous avez donc là déjà un rééquilibrage qui se fait avec notamment un groupe qui se veut une forme d'alternative à la domination occidentale, c'est-à-dire que là où les Occidentaux venaient avec des principes, des conditionnalités, avec une propension naturelle à interférer dans les affaires internes des États, vous avez des pays comme la Russie, la Chine, l'Inde, qui sont dans une approche qui se veut beaucoup plus au départ, évidemment respectueuse, notamment en termes de collaboration avec les pays partenaires, sans ingérence quelconque dans les affaires intérieures, ce qui séduit bon nombre de pays africains, et on peut le comprendre pour bon nombre d'entre eux qui sont sortis de la période de colonisation pour se retrouver d'une certaine manière encore dominés dans une forme de néocolonisation. Eh bien, vous avez effectivement ce modèle alternatif des BRICS qui séduit beaucoup de pays. Vous avez une aspiration profonde des Africains à ce changement, je dirais, de partenariat, mais attention, parce qu'on a vu à travers les coups d'État qui se sont exprimés sur le continent ces 3 dernières années, à l'exception notable du Tchad, où là, vous aviez plutôt une succession, et dans le cas du Gabon, où vous avez eu une forme, je dirais, de retour à un certain ordre, étant donné que l'état de santé du président gabonais posait problème, vous avez, en fait, au niveau du Niger, au niveau de la Guinée, au niveau du Mali et du Burkina, des motivations qui au départ étaient d'ordre sécuritaire, mais qui se sont traduites aujourd'hui par des décisions unilatérales qui mettent en péril véritablement l'avenir de ces pays-là. Je voudrais, si vous le permettez, vous donner juste un petit exemple. Quand vous prenez le Burkina Faso, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a environ 6 millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Un retrait du Burkina Faso de la CEDEAO va contraindre tous les Burkinabés à désormais recourir à des visas pour aller dans ce pays, en sachant que, comme je l'ai évoqué, la CEDEAO a consacré la libre circulation des biens et des personnes, circulation sans visa aucun, et là, ce sont des pays qui vont s'exposer inutilement à des tracasseries. Ajoutez à cela que ces 3 pays-là sont enclavés, c'est important de le souligner, aucun accès à la mer, et que donc, je dirais, l'intégration économique qui a été chèrement acquise ces dernières années par la CEDEAO, eh bien, sera mise à mal à cause de 3 pays qui décident pour des raisons d'humeur, peut-être même des raisons, je dirais, de politique ou de consommation intérieure, décident de claquer la porte d'une organisation qui a quand même fait la démonstration
de son efficacité et de son utilité. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi depuis le Haut-Katanga en République démocratique du Congo. De partout, vous avez suivi. Un grand merci et restez branchés à nos programmes.